vivement qu'elle se finisse cette saison de merde. On n'en peut plus. En même temps, est-ce que c'est pas une dynamique qui nous poursuit peut-être une année sur deux, quand on regarde bien, une saison sur deux depuis un grand moment? C'est quand, la dernière fois, que 2 fins de saison de suite, l'OM s'est dit « Trop bien, j'aime trop cette fin de saison, c'est dommage, elle est déjà finie, waouh !» Non, ouais. Quand on regarde en arrière, la fin de saison 24-25 a été cool. D'ailleurs, avant, c'était un peu compliqué. D'ailleurs, je dis fin de saison, mais je crois que jusqu'en mars, avril, je crois que la défaite à Reims, c'est en mars, hein, voire avril, je sais plus. Enfin, donc, bref, voilà. La saison 23-24, n'en parlons pas. La saison 22-23, allez, on va dire qu'elle est un peu mieux, mais la fin est compliquée. 21-22, la fin est un peu mieux. Au final, c'est même pas une année sur deux, c'est même plus. 20-21, catastrophique. 19-20, la fin de saison est bien. Et encore, si ça avait duré peut-être un mois de plus sans le Covid, je pense que c'est pas la même fin. Enfin bref, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Cet OM ne sait pas vivre plus de 2 saisons. Donc, normalement, dans un monde normal, les dirigeants de l'OM, quand ils arrivent à l'OM, ils doivent penser au pire. Voilà. S'il y a eu une bonne saison avant, mathématiquement, la chance que la prochaine soit mauvaise, elle est énorme. Donc du coup, prépare-toi au pire. Donc prépare-toi à un monde où bah, peut-être que tu vas être obligé de vendre des joueurs. Donc du coup, peut-être cible des joueurs qui sont vendables. On verra s'ils sont vendables, les joueurs qui composent cet effectif à la fin de la saison. Je sens qu'on va bien rire. Mais au moins, ça nous donnera des trucs à dire et des sujets à propos desquels on pourra discuter d'ici la prochaine saison, à la trêve, même s'il y aura la Coupe du Monde, il y aura un mercato, encore une fois, c'est bien, c'est que l'été, on vit des étés qui sont intéressants. Au-delà du fait, est-ce qu'ils sont bien, les recrutements sont bien ou pas, parce que même quand ils sont bien en août, ils sont d'un coup plus si bien en mars, en avril et en mai. Mais en tout cas, on pourra peut-être avoir des choses à discuter, et ça sera bien. Bref, défaite de l'OM, il y a la stat qui était sortie d'ailleurs, Ligue 1 Plus, aujourd'hui, j'aimerais les féliciter, ils ont fait un travail de stats qui t'ont envoyé, tu sais, les petits trucs en bas à gauche qui t'envoient pendant le match. Ce soir, ils t'en ont envoyé de qualité, je vais en citer quelques-unes, et il y en a une où ils te disent qu'en gros, depuis un an, voilà, je la retrouve, en un an, l'OM a perdu qu'une fois, au Vélodrome, en Ligue 1. Donc c'est quand même une sacrée stat. Du coup, si je me trompe pas, c'est celle qu'on te lance, hein, les gars. Non? Si? Oui, j'ai un trou. Enfin, t'as pas perdu cette saison à domicile. Je suis en train de réfléchir. T'as Nantes, je suis con. Non, du coup, c'est Nantes. Oui, en janvier. Comment j'ai pu oublier cette défaite? Je me disais bien. Du coup, Lens, c'était même avant le mois de mars. Donc, du coup, depuis mars 2025, t'as perdu qu'une fois contre Nantes. Contexte, bon, on s'en rappelle de ce match. C'est pas pour autant que t'as pas tout gagné parce qu'il y a certains matchs, certains nuls qui sont comme des défaites depuis un an, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, cette stat-là, c'est d'ailleurs, quand ils l'ont mis, je me suis dit, putain, ça sent la défaite aujourd'hui. Voilà, tu mets en avant le fait que c'est impossible à battre. Il t'envoie aussi une stat, alors moi, je l'ai pas compris, les gars, vous allez me l'expliquer. Sur les 14 derniers matchs au Vélodrome, Lille, c'est une seule victoire en Ligue 1. Sur les 14, et alors que moi, et je pense qu'on avait tous cet état d'esprit-là au moment de commencer ce match, on se disait, mais attends, mais Nantes, c'est tellement... Nantes. Lille, c'est tellement notre bête noire. Enfin, vraiment, moi, les gars, premier degré, depuis que je suis le foot, depuis que je me souviens, en tout cas, à part le PSG, genre, tu me dis, mais l'équipe après, où tu joues là-bas, c'est chiant, tu sais qu'ils viennent ici, c'est chiant, c'est Lille. Vraiment. Pour moi, j'ai des bons souvenirs à Lille, des bons souvenirs contre Lille, on n'en a pas un milliard. D'ailleurs, bon, sur les 14 derniers matchs, ils l'ont très bien dit, il y a 7 victoires. Donc, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, tu gagnes pas contre Lille quand ils viennent à domicile sur les 14 dernières années en Ligue 1. Ce qui est, voilà, ça fait revenir jusqu'à 2012. Enfin bref, il y avait Lyon avant, mais voilà, c'est sur la dynamique récente, et Lille vraiment, et puis t'as l'époque Garcia où c'était chaud chaque match, t'as eu l'époque d'après aussi, là encore récemment, c'est chaud, enfin bref. Bon, Lille, j'ai l'impression, moi j'avais toujours eu cette impression-là, vraiment cette bête noire, toujours de l'appréhension au moment de recevoir une équipe comme Lille, surtout en ce moment où franchement les garanties, on n'en a pas énormément, mais merci à Ligue 1 Plus de nous dire que sur les 14 derniers OM LOSC de Ligue 1, Lille avait gagné qu'une fois. Donc du coup, maintenant sur les 15 derniers, 2 fois. Bref, mais il y a d'autres belles petites stats. D'ailleurs, ce match, il commence sans bon. Il y a eu compo comme d'habitude, on va pas
on va pas épiloguer sur cette compo. On n'a plus de surprise, si ce n'est peut-être sur le choix des joueurs. Il y en a qui s'attendaient à avoir Pavard. Il y en a qui s'attendaient peut-être à avoir Gouiri. Logique, c'est ton meilleur joueur du dernier match. Il rentre, il fait la différence. Tu joues Lille, c'est costaud. Tu as une semaine pour te reposer. La logique voudrait que du coup, tu t'aies Gouiri qui commence. Bon, non. Enfin, faudra nous l'expliquer. Ou alors, là, pour le coup, allez, je peux encore le comprendre. Mais si prochain match, s'il se blesse pas en équipe nationale, mais si le prochain match, donc contre Monaco, en retour de trêve, il joue pas, enfin, là, il n'y a plus d'excuses. À la rigueur, je veux bien en tolérer une ce soir, mais il n'y en a plus. Balerdi, Medina axe gauche et Palmieri. Medina et Palmieri, titulaires en même temps. Ça, pour moi, c'était une petite surprise. Il y en a qui l'expliquent, je l'ai vu sur Twitter avant le match, par le fait que et Medina et Pavard étaient sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune. Et du coup, peut-être que Bay voulait pas risquer de perdre les deux pour suspension sur le match de Monaco. Au final, aucun des deux, ils seront là tous les deux. On en pense qu'on veut, mais du coup, voilà, 4-2-3-1, Rouli, Moea, Balerdi, Medina, Palmieri, Højbjerg, Kondogbia, Greenwood, Timber, Paixão, Aubameyang. Du grand classique, sous Bay. Voilà. Sur les intentions, tout ça, on va en parler. Pareil, du grand classique, sous Bay. Dès le début du match, on a une espèce de tentative un peu étrange de Ngoy qui essuie son crampon sur Paixão sur un pied très haut. Pour le coup, moi, je suis pas du genre à vouloir que tous ces pieds super hauts soient sanctionnés à chaque fois. Ses pieds super hauts, pardon. Les pieds hauts, parce que souvent, t'as l'attaquant qui se baisse, qui joue la tête, alors qu'il est dans une zone où la tête fait pas forcément sens. Là, pour le coup, Paixão, il s'est même pas baissé. Bon, il est pas très grand, tu me diras, mais vraiment, Paixão, il s'est pas blessé. Il va jouer le ballon. Il veut le contrôler, d'ailleurs. Il veut se l'emmener de la tête. Ngoy qui lève le pied super haut. Alors, il y en a qui diront, je sais pas si vous en souvenez, je crois qu'il y a Brassier qui fait un truc comme ça il y a quelques... c'était la saison dernière, forcément. Si c'était Brassier, et c'était peut-être au début, enfin je me demande si c'est pas contre Lille d'ailleurs aussi, enfin bref, c'est autre chose, on s'en fout, mais il me semble que voilà, t'avais une action comme ça l'année dernière où t'as un Brassier qui a un pied un peu haut et qui finit haut, il n'y a pas eu de rouge. Alors, si vous voulez mon avis là-dessus, le rouge me choque pas, mais je peux comprendre qu'à la 45e seconde du match, l'arbitre n'ait pas envie de mettre un rouge direct, parce qu'il y a une maladresse qui, au final, est sans gravité. Bon. Maintenant, pour moi, il est dans le genre de cas où si c'est jaune, si c'est rouge, je peux comprendre le choix de l'arbitre. Moi, ce qui me dérange, c'est que là, donc il fait le choix du jaune. Il fait le choix de la psychologie, monsieur Bastien. Mais sans vouloir faire la victime, j'ai l'impression que quand il s'agit de nous, il n'y a jamais de psychologie, quoi. Des doubles... Enfin, Bastien, c'est, pour ceux qui ont oublié, c'est le double jaune sur Balerdi en 2 minutes à Lyon. La psychologie à ce moment-là, il l'a mis à la poubelle. Donc, c'est ça qui est dur à accepter. En soi, c'est pas cette action isolée. Même le geste il fait pas peur. Il l'a touché. Il a pas eu d'intention de faire mal. Il a vite enlevé le pied. Donc vraiment, moi, le jaune ne me choque pas sur cette action-là. Moi, c'est plus la globalité de cette espèce de... En fait, c'est cette psychologie qui n'existe pas quand c'est l'OM. C'est ça qui me rend fou, moi, plus qu'autre chose. Donc, on reviendra à l'autre grosse décision arbitrale. Maintenant, vraiment, est-ce que j'ai envie de m'attarder là-dessus ? Historiquement, vous connaissez, moi, j'aime bien dire que c'est pas parce que t'es nul que t'as le droit de te faire fumer, pour pas dire autre chose, par l'arbitrage. Maintenant, là, vraiment, je rentre dans un cas où t'as tellement rien fait que, vas-y, flemme de battre. Mais bon, enfin, bon, voilà. Revenons à la suite. Mais donc, du coup, voilà, cette action sur Ngoy, voilà mon avis pour ceux qui l'attendaient. Mais voilà, je sais bien que, bon, si c'est toi qui le fais, il y en a qui auraient crié au scandale, hein, comme de la même manière qu'il y en a qui ont crié au scandale et qui se sont jamais excusés, je les vois sur le chat. Hein. De la semaine dernière, dernier débrief, il y a une soi-disant main d'Emerson, ici, il y en a un dans le chat, il en a parlé pendant 20 messages. Là, premier message, il en parle pas, tu vois, il les met comme ça, ils ont pas
la bonne foi de se remettre en question et se dire je me suis trompé la dernière fois. Non, non, normalement, je sais pas, c'est des personnes normales. Quand elles se sont trompées, ouais, j'avoue, l'autre fois j'ai dit ça, je me suis un peu trompé. Non, bah non, ils s'en foutent, tu vois, ils sont là que pour amener leur mauvaise foi. Mais pareil, au final, on a eu le ralenti, il n'y avait absolument pas de main d'Emerson. Du coup, continuons sur ce match. Parce qu'il y a l'autre gros tournant, et c'est ça aussi qu'on peut estimer, je pense, pas normal, c'est que dans ce match-là, que tu joues à domicile contre une équipe qui a joué jeudi, 7 joueurs sur 11 étaient titulaires à Birmingham pour Lille, jeudi dernier. Dans ce match-là, en dehors de tout ce qui s'est passé au niveau arbitral, eh ben, tu n'as mis... Enfin, qu'as-tu fait ce soir? Qu'as-tu fait? Vraiment? Qu'as-tu fait ce soir? Donc c'est pour ça que voilà, on évoque le sujet de l'arbitrage. Allez, hop, on passe à autre chose. En dehors de ça, qu'as-tu fait? As-tu manqué de réussite? As-tu eu des intentions qui font plaisir? Enfin bref. Bon, et d'ailleurs, est-ce que c'est normal que là on parle de, cet arbitrage va prendre une place importante dans ce débrief, ça m'énerve vraiment. L'action d'Engoy, elle a lieu à la première minute de jeu, 45 secondes pour être précis. L'action sur Greenwood, qui est le deuxième moment un peu scandaleux de l'après-midi, il arrive à la 12e minute de jeu. Entre cette première et la 12e, qu'as-tu fait? Rien. Mais rien. T'es pas allé une fois dans la surface de Lille. Par contre, eux, ils te mettent, il y a 2 alertes sur ton but en 2 minutes. Puis après, l'action sur Greenwood, bah, c'est encore un corner, c'est encore Lille qui vient chez toi. Enfin bref. En dehors de ça, qu'as-tu fait? Qu'as-tu donné? Bon. Vraiment, c'est aussi, tu vois, il faudrait qu'on se concentre là-dessus aussi. Et du coup, bah, t'as ce qui arrive à la 12e minute de jeu. Avec cette faute de Verdonk sur Greenwood. Qui, au final... Bah, si on fait la chronologie de tout ça. Moi, déjà, de manière générale, je comprends pas que le raisonnement soit aussi arrêté à propos du dernier défenseur. Cette histoire de dernier défenseur, je trouve cette règle trop conne. Parce que là, t'as un 2 contre 1, en fait. Donc, ok. Parce que Verdonk est éliminé, il faut pas le compter. Il fait ce tac parce qu'il est éliminé. Donc, tu ne le comptes pas. À partir de là, tu as un 2 contre 1. Donc, quand tu as un 2 contre 1, comment on peut appliquer aussi méthodiquement, comme des robots, la règle du et dernier défenseur, donc c'est jaune. Il y en avait un encore, mais ils sont 2 contre 1. Donc, par cette faute, si on est juste factuel, par cette faute, il annihile une occasion de but. C'est aussi simple que ça, c'est ça la règle. Tu vois. Donc, du coup, moi, je vais donner mon avis sur cette action-là. Sur l'autre, ça m'a pas scandalisé que Ngoy ait pas de rouge. Mais pour moi, ce que fait Verdonk, avec en plus cette espèce d'excès d'engagement, cette faute avec une intention qui est mauvaise, et au final, il blesse le joueur, pour moi, cette faute simplement veut rouge. Tout simplement. Faut pas me raconter des histoires avec le dernier défenseur et tout. Bon, je viens d'expliquer, je vais pas le redire. À partir du moment où tu tues un 2 contre 1 de 2 joueurs qui s'apprêtent à attaquer toute une surface, tout un camp adverse, avec de l'espace, de la vitesse et une supériorité numérique, c'est un annihilement clair, une annihilation claire d'une occasion de but, carte rouge, classe, on passe à autre chose. Voilà. Parce que c'est pas pareil qu'un mec qui tire un maillot pour empêcher la contre-attaque. C'est pas pareil qu'un mec qui met un petit croche-cat discret. Non, lui il arrive, il met une béquille, il arrive avec vitesse, il arrive avec mauvaise intention, etc. Non, il y a aussi tout ça à prendre en compte. Bref, du coup, voilà, moi cette règle, de manière générale, la règle du dernier défenseur, je trouve ça pourri. Parce que il y a des actions où le mec est dernier défenseur, mais il n'y a pas plus de danger que là où il y a un 2 contre 1. Et il y a eu des rouges. Enfin bref. Je pense que si Greenwood sort sur blessure, je suis pas sûr qu'ils mettent rouge au-delà de ça. Bref, après cette faute, encore une fois, et je l'ai dit, et je changerai pas d'avis, Greenwood, je suis désolé. En fait, Greenwood, il a une réaction humaine parce qu'il se fait découper, il est énervé. Évidemment, oui. Mais en fait, on peut pas simplement, vu les enjeux,
Il a un carton jaune en sursis. C'est-à-dire que s'il prend un jaune ce soir, il est suspendu à Monaco, qui est le match le plus important de la saison. Donc, si on part du principe que ce mec est le meilleur joueur de l'OM, qu'il est indispensable à l'OM, comment on peut justifier qu'il ait une réaction qui le fasse ouvrir qui ouvre la porte pour que Benoît Bastien lui mette un jaune? Mais en commission, jamais de la vue lui retirer. Il est allé se lever, attraper le mec, lui tirer le col. Les gars, réveillez-vous. Il a pas juste crié. Il a pris un jaune parce qu'il a eu une réaction où tous les arbitres de Ligue 1 mettent des jaunes à chaque fois. Donc, quand il a cette réaction, elle est compréhensible parce qu'il vient de se faire découper, mais elle n'est pas normale parce qu'on parle d'un professionnel qui est un des joueurs les mieux payés du club, qui est la plus grosse individualité du club, qui est sous le coup d'une suspension. Il n'a pas à réagir comme ça. Il faut arrêter d'infantiliser les footballeurs et dire à chaque fois « Ouais, mais il est humain, il a réagi, j'en ai rien à foutre. » Non, non, canalise-toi, mon frère. Et moi, je suis coach. Un mec qui me fait ça, je dis « T'as pas à faire ça. » Que ta réaction elle soit humaine ou pas, t'as pas à faire ça. Et Greenwood, le premier, demain, il va se réveiller, il va dire « Pourquoi j'ai fait ça, les gars ?» Et je dis ça tout en, moi, à sa place, mais moi, déjà, je te dis à sa place, Seven, parce que tu dis, alors que Pouce l'aurait balayé, déjà, moi, je suis tout sauf un exemple, et moi, je l'aurais pas balayé, je l'aurais enclenché 3 droites dans la tête, au moins, j'aurais pris un rouge pour de vrai. Voilà. Et oui, moi j'aurais réagi comme ça, mais moi je suis pas un exemple. Et j'aurais eu tort de réagir comme ça. C'est pas ça qu'on juge en fait. On juge pas le côté humain de la réaction. On en a rien à foutre de ça, tu vois, parce que dans ce cas-là, tu peux tout le temps tout justifier sous le prisme de ouais, mais il a une réaction humaine, tu vois. Ouais, tu vois, Aubameyang, quand il se cache au deuxième poteau et qu'il fait jamais l'appel au premier, ça peut se comprendre. C'est parce qu'il a l'habitude, tu vois. Non, mais je sais que tu rigoles, Seven, mais ça me permet d'en parler. Surtout que, en plus, nous, dans la même situation, Højbjerg, il est à la place de Verdonk, il fait la même faute, les gars. On va pas... Højbjerg, il fait la même faute. Et si l'autre s'était levé, il l'aurait agrippé, il aurait mérité un jaune aussi. Enfin, des fautes d'anti-jeu, là, tout le temps. C'est triste, mais ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Et il a pas à faire ça. Enfin bref, j'espère que vous avez compris. C'est une réaction humaine. Et j'aurais fait pire. Mais non, mais frérot, t'as pas à faire ça. Et alors, par contre, c'est hilarant que Haraldsson, enfin, c'est sûr que quand tu as toute la big picture, comme tout le monde dit, que t'as Verdon qui fait une faute de fou comme ça, qui mérite pas un jaune. Et Højbjerg, il aurait été trop court pour faire la faute. Mais enfin bref. Et Verdon, il a une faute qui pour moi mérite pas un jaune, il finit qu'à jaune. Greenwood, il a une réaction qu'il ne doit pas avoir, mais c'est une réaction. Il a un jaune. Et Haraldsson, alors lui, c'est encore pire. Personne ne lui a rien demandé. Cette petite salope là, il fait 1m40, il vient mettre des coups dans le dos à des gens traîtres. Et lui, pareil, il a pris qu'un jaune. Donc oui, quand t'as tout ça, Goy qui prend pas de rouge à la première, Verdon qui prend pas de rouge, Greenwood qui prend un jaune, Haraldsson qui prend un jaune, Greenwood qui a la même sanction que Ngoy, Verdonk, Haraldsson, oui, quand t'accumules tout, c'est dur à avaler. Voilà. Donc, c'est ça, c'est que, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu l'exceptionnel OL Monaco où j'ai eu cette discussion avec Guru, que je salue sur Twitter, où en gros, lui, il disait peut-être que ce penalty, pour moi, pas penalty, j'ai pas compris pourquoi il y a penalty pour Monaco. Il dit en gros, ouais, peut-être que c'est une manière de compenser. Ce qui n'est pas normal, mais c'est une réalité, c'est que les arbitres, ils peuvent pas nous la faire. Ils essaient de compenser, des fois. Je suis désolé, mais là, tu dois compenser. Enfin, ne serait-ce parce que tu as été un peu gentil avec Ngoy, là, genre de la même manière que, tu vois, l'arbitre, il vient, il met un jaune à un il dit attention la prochaine, tu vois. Mais là, c'est l'équipe de Lille. Là, celle-là, c'est pas rouge, mais la prochaine, je vais pas hésiter, tu vois. Et du coup, et pour moi, tu dois avoir cette compensation sur ce cas-là, en plus du fait que pour moi, la faute mérite rouge. Enfin bref, ça n'enlève rien à la dégueulassité, saleté, horrible, le côté horrible de ton match, vraiment. D'ailleurs, tu marques à la 43e, ça vient d'ailleurs, ça vient pas d'ailleurs, mais c'est simple. Ce qui me tue, c'est que souvent, avec des herbies, historiquement, on aimait bien dire ouais, franchement, le contenu des 90 minutes, c'est très irrégulier. T'as eu un temps fort, t'as marqué. Est-ce que quelqu'un est capable de me donner ton temps fort ce soir? Est-ce qu'on en a eu un temps fort? Juste un de 10 minutes. Juste un, non.
Donc voilà, c'est que des fois, là, dans toute la nullité qu'on avait dernièrement, il y avait des temps forts de 10-15 minutes des fois. Là, il n'y a même pas une minute. Si, allez, je crois qu'il y a un temps fort de 2 minutes entre la 73 et la 75e quand Amine Gouiri décide de vouloir faire le match tout seul. Vous voyez ou pas le moment duquel je parle, pardon. Oui, pour moi, c'est ça, Matt, c'est qu'il y a tirage de maillot sur Hendrick et il n'y a pas faute de Tolisso. Pour moi. Voilà. C'est pas pour ouvrir le débat, c'est juste, pour moi, Tolisso fait aucun geste, aucun mouvement. Il a le droit de vouloir s'approcher d'une action pour essayer de défendre. Il n'essaye pas, il se fait taper dans le talon. Et Hendrick se fait accrocher avant. Enfin, pour moi, c'est scandaleux que Monaco ait bénéficié d'un penalty, mais voilà, c'est un autre débat. Donc, ouais, voilà, comme dit You, j'allais dire ça. Et on a eu le temps fort, en gros, quand on a enchaîné les corners. Salam Mike, ouais, on essaye de débriefer. Non, mais vas-y, tu connais. Enfin, voilà, juste, je vous rajoute des petites stats qui m'ont régalé, parce qu'on va pas non plus s'éparpiller sur ce match, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, on va pas inventer des choses. Ligue 1+. 6 minutes de temps de jeu effectif sur les 20 premières minutes. Au moment à ce moment-là, tu peux te dire, ouais, en vrai, tu peux te dire, ouais, mais t'as pas eu le temps de déployer ton jeu. Regarde, voilà, en 20 minutes, t'as 6 minutes de temps de jeu effectif, t'as pas eu le temps de faire des choses. Ok. Mais après, bah non. Tu n'as pas montré que t'avais mérité plus de temps de jeu effectif, en fait. Même si ça a tué un peu le rythme. Bon. Tu vois, je l'ai noté, on souffre énormément à avancer, ne serait-ce que vers le deuxième tiers du terrain, les excentrés touchent les bourbiers à chaque fois, c'est un truc de fou. D'ailleurs, je vais en parler quand on va parler d'Ouéa là-dessus. Pour moi, c'est... Enfin bref. Et dernière stat de Ligue 1+, qui est magnifique, sur le deuxième quart d'heure du match, donc de la 15e à la 30e, t'as 25% de possession. L'Olympique de Marseille, pendant 15 minutes, dans un match à domicile, contre une équipe qui a joué 2 fois en une semaine. Toi, tu as joué t'as pas joué depuis 9 jours. T'as 25% de possession. Les gars, moi, je peux entendre qu'il y en a plein qui en est plein, pardon, pour parler français, qui aiment pas le football de possession, on veut de la verticalité, etc. Mais les gars, vraiment, comprenez que l'excès de verticalité, c'est tout autant dégueulasse, vrai, mais objectivement. Enfin, il y a pas de, c'est pas plus beau, c'est pas plus moderne, c'est pas mieux d'être juste vertical et jamais un peu horizontal, c'est-à-dire jamais avoir au moins un minimum de maîtrise du ballon. C'est pas mieux en fait. Et c'est ça que vous voulez. C'est l'excès de verticalité, c'est ça que vous voulez. Voilà, c'est fait que pendant plus d'un quart d'heure, parce qu'au final il y a eu ces phases-là pendant plusieurs autres minutes en deuxième mi-temps, même en première, sur d'autres matchs aussi, c'est que tu as totalement laissé le ballon. Voilà. Moi, je peux pas m'y résoudre, vraiment. Première mi-temps, tu sois à 50% de possession avec le LOSC à domicile, je peux pas m'y résoudre, ça. Non, je suis pas d'accord. I disagree. Sinon, pour parler du but, qui est un peu le seul truc positif à tirer de ce soir avec l'entrée de Gouiri, qui a un peu essayé d'apporter un peu de choses, le but de Paixão, de Nwaneri, on va parler de son match, lui d'ailleurs. Enfin bref, le but de Nwaneri, magnifique. Timber, qui fait une passe parfaite, qui a eu un peu de temps, qui a été bien touché, qui a une passe parfaite. Bentaleb qui l'oublie un peu dans son dos. Igor qui est un très bon joueur, on le voit, un très bon joueur d'appel, un très bon joueur de course sans ballon, et qui fait en plus la passe dans le retrait qu'il faut. Donc voilà, c'est un peu le seul truc super. Il y a le piqué d'Aubameyang, je pense qu'il doit faire mieux en fin de première mi-temps. T'as la chance d'avoir un espèce de temps fort sur la fin de la première mi-temps. Tu dois en profiter pour enfoncer le clou et arriver à 2-0. Ça aurait été un hold-up total, mais rentrer au vestiaire à 2-0, t'as pas su le faire. Aubameyang, il doit prendre l'info, il doit voir qu'Ozer sort. Il a du temps, il doit faire comme ce qu'il a fait contre Pope. Je comprends pas qu'il tente un piqué cramé comme ça. Au final, il finit par faire faute. Ne serait-ce qu'en plus, s'il pousse, ne serait-ce que pour essayer d'avoir un... Parce que là, à cette vitesse-là, s'il pousse et qu'il se fait taper, c'est penalty.
C'est dur, hein, mais c'est ça la règle, c'est qu'il fait le mauvais choix. Il fait aussi pas le travail sur l'égalisation de Meunier, qui est lunaire. Où il fait ce faux retour défensif. Il doit faire un vrai retour. Il doit mettre de l'intensité. Un retour défensif sans intensité n'a aucun intérêt. Sinon, laisse les autres le faire. Même si, bon, Emerson, pas sûr qu'il l'aurait fait. Léo qui dégage comme s'il avait le temps. Je comprends pas. Enfin bref, ça, c'est autre chose. Et puis le but de Giroud, il arrive après plusieurs séquences où encore sur ce côté gauche marseillais défensivement, c'est le néant. Les gens ont trop d'espace. Il y a une action juste avant d'Haraldson avec un sauvetage de Rouli où le centreur a trop de temps. Le centre de Gouiri, pareil. Emerson Théou, il a encore trop de temps Meunier. Enfin, Ensuite, voilà, la défense, tu peux l'incriminer parce qu'elle n'est pas dans les zones qu'il faut. T'as Wea qui est au duel, mais ça doit peut-être pas être lui. Enfin, il l'est, au final, il fait semblant. Il doit gêner, il ne gêne pas. Comment lui en vouloir? C'est pas un défenseur, tout ce que tu veux. Mais voilà, t'as des comportements défensifs de tous qui sont à vomir. Voilà. Heureusement qu'on travaille l'intensité. Et heureusement qu'on défend mieux. Pas forcément. Hein. Avant, avec des Herbis, c'était beaucoup trop risqué. Les gars, vraiment, on est en train, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, des Herbis, ça, j'ai compris. Hein. Beaucoup ne l'aiment pas. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est passé quand même d'une équipe qui était parmi les meilleures attaques d'Europe à domicile. Disons toutes les choses. Et on n'a pas forcément corrigé ce qu'il y avait de négatif, c'est-à-dire défensivement, les comportements de certaines individualités, tout ce que tu veux, on n'a pas forcément corrigé en bien, mais par contre, offensivement, on a tout corrigé en mal. Et on est passé d'une équipe qui était, comme je le répète, une des meilleures équipes offensives d'Europe, et où la justification qui était toute trouvée de la part de beaucoup, qui relativisaient tout le temps, c'était « ouais, mais encore heureux avec ce potentiel offensif ». J'aimerais bien le voir, là, ce potentiel offensif. En plus, il devrait être meilleur, vu qu'en plus, on fait des choses plus simples, là. Non, donc c'est pas réel qu'on avait un potentiel offensif. C'est aussi ça, c'est que malgré tous ces défauts, on avait quand même une grosse force dans la maîtrise du ballon, et cette maîtrise du ballon faisait que, oui, on endormait peut-être les matchs, mais on endormait aussi nos adversaires, et que à la fin de la journée de boulot, t'avais des buts qui finissaient dans les filets de l'équipe adverse. Et le contrat était quand même à moitié rempli. Là, il est même plus rempli. Donc, on a normalisé le fait d'être une équipe qui met un but par match, qui a à peine des occasions, qui a à peine de quoi manger. Enfin bref, donc je voulais juste quand même préciser ça. Je regarde, j'ai pas encore d'autres choses à dire. Si c'est le but de hors-jeu de Pardo, ça joue à rien. Léo, encore le comportement là-dessus. En plus, je vois l'action venir. J'ai Pardo, il va partir en profondeur. Léo joue le hors-jeu tout de suite, sinon c'est fini. Il le joue même pas vraiment. Il arrive à le mettre hors-jeu sans trop le faire. T'as eu très très chaud. Voilà. Voilà la fin de ce match. Et j'aimerais juste en placer une parce que je l'ai oublié. Alors qu'on me l'a précisé, ce match, voilà, il s'est joué sur la mi-temps. Autour de la mi-temps, tu as cette action d'Aubameyang juste avant la mi-temps, tu as les larmes de Dimitri qui ont été très dures à écouter. Vraiment, le Payet qui parle avec la voix tremblante pendant la mi-temps, c'était très dur à écouter. Je vous dis la vérité, hein. Ça m'a beaucoup ému et ça m'a touché. Je sais que Chérou, ça l'a ému aussi, il avait les yeux tout rouges à la fin du match. Et c'est scandaleux que la forme de cette retraite est un peu scandaleuse. C'est pas normal que l'OM ne se soit pas approprié ce départ à la retraite, ça plaise ou non, que ça soit la réalité de ce que t'es devenu, et c'est-à-dire un truc un peu triste de ce qu'est devenu l'OM. C'est une des légendes de tes dernières années de l'Olympique de Marseille. C'est une de tes légendes. Donc que ça soit annoncé dans une mi-temps avec un parapluie au-dessus de sa gueule sur Ligue 1+, je trouve ça scandaleux. Voilà. C'est que l'OM n'ait pas fait honneur à Dimitri Payet, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas digne. Voilà. C'est bien hein, de vouloir dire ouais, on a un grand club, on a une histoire, etc. etc. Mais cette manière de faire, cette manière d'honorer, voilà, que ça plaise ou non, encore une fois, une de tes légendes des dernières années, c'est factuel, hein, c'est même pas un avis, hein, c'est factuel, c'est juste scandaleux. Voilà. Zaïnir qui était au stade, il a même pas compris que Dimitri Payet était en train d'annoncer sa retraite. Enfin bref, c'est juste dingue, et c'est à l'image de ta direction sportive, à l'image de ta saison, c'est à l'image de tout. Voilà, enfin bref. Donc voilà, et au retour de vestiaire, tu as cette occasion
de dingue avec le centre de Paechao et bien sûr Aubameyang qui était bien caché derrière le troisième défenseur au troisième poteau, parce que c'est important d'être bien caché dans cette partie de cache-cache. C'est ça le but, hein, pour un neuf, c'est de se cacher. Comme ça, bah, tu te caches, peut-être tu rates moins, forcément, bah, tu te caches. Bref. Voilà où s'est joué le match. On passe aux notes. On a fait quand même 30 minutes sur ça, je sais pas comment on a fait, heureusement qu'il y a 10 minutes sur l'arbitrage, parce que sinon je sais pas comment on aurait fait. Donc voilà, on passe aux notations des notes, notation des notes et des joueurs. Et on commence évidemment par Geronimo Rulli. Geronimo Rulli, première mi-temps, il fait un arrêt main savonneuse comme d'hab. Il n'a pas eu le temps de faire de boulette. Le placement sur l'égalisation, il peut peut-être faire mieux quand il voit que les défenseurs ont décidé de se mettre devant le but. Il peut peut-être anticiper un espèce de truc. Non, il est un peu apathique. Après, il est masqué. Vas-y, c'est pas le premier incriminé si tu veux, mais bon. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Rulli ce soir, franchement? Est-ce qu'on peut vraiment lui chier dessus ce soir? Non. Sur la tête, il peut pas forcément faire mieux. Est-ce qu'il a fait grand chose de bien? Je sais pas. Voilà, en fait, je vois par exemple, Julien le tentateur, le pseudo me fera jamais pas rire, qui lui met 3. J'aimerais bien lui mettre 3, mais je vois pas ce que je peux lui mettre. Je vois pas ce qui pourrait justifier qu'on lui mette un 3 ce soir, je vous dis honnêtement. Je pense qu'il mérite son 4. En gros, l'équipe a été pourrie, le match a été pourri, la note moyenne c'est 4, c'est comme d'hab. Il mérite son 4. Allez, on passe au joueur d'après. On va pas s'éterniser. Je dis ça à chaque fois, je m'éternise à chaque fois, évidemment. Sinon, à quoi bon, hein. En même temps, il y a 12. À chaque fois, il y a 13-14 joueurs à noter. Là, il y en a un peu moins. Il y en aura 12 ce soir. Et à chaque fois, on prend 2-3 minutes sur chacun. Donc, forcément, ça dure longtemps. Il te sauve sur la passe de Meunier pour je sais plus qui, pour Haraldson. C'est la passe dont je parlais tout à l'heure, là où encore une fois, Meunier était seul. Et ça nous a servi de leçon, vu que sur le but de Giroud, Meunier n'était plus seul. Ah bah si, tiens. Tu vois, et le pire, c'est que, tu vois, au début du match, on me demandait est-ce que c'est justifié le résultat au vu du match, etc. On pourrait penser que ce match aurait mérité un nul. Eh ben, les 2 buts que tu as pris, tu les mérites. Parce que tu as eu plusieurs alertes quand ça vient de ton côté gauche. Tu n'as pas corrigé ça. Donc, d'une certaine manière, tu mérites d'avoir perdu ce match. Tu vois ce que je veux dire? Au point, tu n'avais pas perdu. Mais au final, bah, c'est mérité. Voilà. Tout simplement, c'est le mot. Allez, 4 pour Rulli. On passe à Weah. Son jeu de pied est immonde. Ah, ça, c'est clair. Mais vas-y. Pour moi, on a abandonné l'idée d'avoir un gardien qui joue au pied. Donc, je peux même plus le juger sur ça. Timothy Weah. Défensivement catastrophique comme depuis un moment, des comportements défensifs très gênants sur la tête de Giroud, il doit au moins gêner, on lui demande pas d'être à la tête avec Giroud et d'être à la même hauteur que Giroud, mais il doit au moins sauter pour gêner, avoir du vice, avoir de l'expérience, comme certains, tu vois par exemple un Tagliafico, c'est un exemple comme un autre, mais un Tagliafico sur cette action-là, il va peut-être pas sauter, il va mettre ses fesses en arrière pour déséquilibrer Giroud, à la limite pour que ça soit pas sifflé, tu vois, non, il doit faire mal, il doit le faire, il le fait pas, Weah. Il est pas à son aise. Mais tant mieux, parce que peut-être que du coup, ça va nous permettre de considérer le fait que, par exemple, cet été, s'il y a un club qui craque et qui veut mettre 25 millions sur lui, les gars, faut même pas tenter de le retenir, ce genre de joueur. Merci pour ce qui s'est passé jusque-là, mais enfin, c'est là maintenant que ça compte. Et autre chose, je pense, par contre, si on est honnête, que l'animation de l'OM ne l'aide pas. Comme je vous le disais, il y en a qui disent, moi je pense que c'est plus profond que ouais, on est en 4-2-3-1, du coup il est trop bas. Pour moi, c'est vraiment pas une question de hauteur sur le terrain. Il y a plein de fois où il est très haut sur le terrain. Le problème, c'est à quel moment, où est le bloc quand il touche ses ballons. Voilà. Où est-il lui quand il touche ses ballons? Où est le reste de l'équipe quand il touche ses ballons? Il y a beaucoup trop de balles qui va toucher quand t'as pas de solution, l'axe est bouché, et ça va être lui un peu la facilité pour les centraux. C'est-à-dire d'aller, on distribue à droite, il va toucher à un espèce de ballon qui rebondit, il va devoir la contrôler, il y a un mec qui va sortir fort sur lui, il peut rien faire. Alors que auparavant, avec l'animation qu'on avait, les sorties de balles, on allait dans l'axe, on écartait ensuite à gauche, sur les côtés, bah, ça permettait de toucher un Weah plus haut sur le terrain, mais surtout, pas forcément plus haut, mais surtout lancer avec un appel, avec de l'espace pour se projeter. Enfin voilà, là, tu le touches dans des zones qui sont difficilement exploitables au vu de son profil. Mais c'est aussi, ça nous permet de voir la réalité pour moi de son profil, qui est un profil qui est ultra unidimensionnel
Et un mec ultra unidimensionnel comme celui-là, s'il y a un club qui kiffe le 3-5-2, 3-4-3, tout ce que tu veux, qui vient et qui peut te mettre 25 millions sur lui, faut pas hésiter, il faut lâcher, désolé les gars. Donc ouais, tout ça, pour dire, ouais, je pense qu'il mérite son 3 ce soir. Peut-être 2, 2,3 pour le chat. Ouais. Les jambes de Nwaneri ont 37 ans. Lui aussi. On va pas, t'inquiète pas, on va en parler de lui. Leonardo Balerdi, 0,4 pour le chat. J'en attendais pas moins de vous. Alors, si on est honnête sur le match de Balerdi, parce qu'il faut être honnête, la globalité de son match est loin d'être dégueu. Les gars, vraiment, je vais vous dire, re-regardez le match. Vous n'allez pas le faire, vous n'êtes pas fous. Mais la globalité de son match est pas dégueu. Franchement, il prend le dessus sur les 9, il défend bien. Il y a des séquences où t'as Fernandez Pardo qui déborde, il est bien, il est ok. Voilà, il fait ce qu'il faut, bien sûr. Il est sur le premier but de l'égalisation. Il est, sur l'égalisation. Et donc forcément, ça marque et voilà, t'as pas envie de lui mettre une bonne note. Et il fait pas le geste qu'il faut, même si pour moi il est là au bout de la chaîne et qu'il y en a d'autres. Donc j'ai quand même envie d'avoir un peu d'honnêteté sur sa note, moi, de mon côté. Moi, je trouve par exemple qu'il mérite. Ouais, vas-y, on va dire. Je lui mets pas la moyenne parce que, vas-y, il doit péter la balle, même si il y a des erreurs qui sont faites avant lui sur le but, comme j'ai pu en parler. Il doit péter la balle. Donc du coup, voilà, on n'en parle plus s'il pète la balle, tu vois. Et on dit, waouh, gros match, super, et peut-être qu'il a 7. C'est ça le problème. Mais c'est ces détails qui font. Il fait. Oh, là, moi, je lui mets. En fait, j'ai pas envie. Tu sais quoi, attends, je revois mes notes, je suis désolé. Wea, c'est 2, pardon. Et du coup, comme ça, Balerdi a un peu plus que lui, si on est honnête. Il a 3, voilà. Sur le but de Giroud, il prend Haraldsson au duel, c'est absolument ce qu'il doit faire, parce que si Haraldsson est seul et qu'il ne le prend pas, on va dire qu'est-ce qu'il fait Balerdi. Wea est sur Giroud, il y a un décalage, c'est logique. Wea doit gêner Giroud. Le problème, il n'est pas plus là que sur le fait que Meunier soit tout seul. Medina. Alors Medina. Pareil, lui sur le but, les gars, il passe entre les gouttes, mais il a une attitude sur le but qui est scandaleuse. Il a une attitude sur le but qui est scandaleuse. Il est là, il dort, il y va pas vraiment, alors que c'est Monsieur Grinta. Non, ouais, et même Medina sur le reste. De toute façon, Medina, dans ce rôle-là, moi, ouais. Pareil, quand t'as le ballon, il est pas dans des zones que j'aime bien. J'ai pas compris l'animation. Je reviens sur le match, hein, je suis plus trop sur les notes, mais j'ai pas compris le fait que dans cette base à 3 que t'essayes de faire quand t'as le ballon, quand tu relances, c'est Højbjerg qui est axe gauche. Et pourquoi c'est pas Medina qui s'écarte pour trouver des angles de passe que lui peut trouver. Bon, bref. Après, moi, je suis qu'un modeste streamer. Hein. Je suis pas entraîneur professionnel. Je suis pas adjoint d'un staff. Mais j'ai quand même tendance à penser que si je discute de ça avec d'autres personnes, ils seront plutôt d'accord avec moi. Mais ouais, genre que Medina soit central axe sur des phases de relance de base à 3 et Højbjerg axe gauche, j'aimerais qu'on me l'explique. Je demande que ça. Et son option d'achat est obligatoire, évidemment. Ah là 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 là. Ce qui est bien, c'est que c'est un mec qui joue central d'une défense à 3, qui doit être dans une animation particulière, tout ce que tu veux, et ça coûte 20 millions. Et maintenant qu'on a changé de coach et de façon de jouer, ah bah ouais, merde, il est peut-être pas il est pas fonctionnel. Ah bah ouais, ça coûte 20 millions un mec pas fonctionnel, je suis pas sûr. Du coup, Medina, bah, en vrai, à 2, je trouve. Vas-y, prends ton 2. Je sais pas pourquoi je cherche à avoir des sentiments pour ces merdes-là. Lens nous a douillé. Ah bah, Lens, ils ont fait renaître Malangsar et ils ont vendu Medina 20 millions. Bref. Voilà, c'est ça. C'est le football. Emerson. Alors lui aussi. Oh là là là. Alors toi là. Toi, moi je te le mets ton 1 direct, Emerson. Oh. Mais je peux plus me le voir. Ce mec, les gars. Ce mec, on était contents, 700K, ouais, super, voilà. Mais ce mec nous a tué la saison, mais d'une façon. Mais comment on peut encore ne serait-ce que le regarder, ce mec. Fermer les yeux à chaque fois qu'il touche le ballon, il nous a tué notre saison. Et il est encore là. C'est lui qu'il fallait virer. Et on refait la chronologie. Moi-même. Et insultez-moi de l'avoir défendu des fois.
Mais ce mec, oh là là là. Oh. Mais et en plus, les gars. Emerson, voilà. Sporting Lisbonne. Simulation. T'as déjà un jaune. Gros débile. Le match tourne. La saison tourne. C'est même pas que le match. La saison a tourné ce soir-là. Merci Emerson. Deuxième épisode. Il y en a d'autres. Hein, je les passe volontairement. OM Strasbourg. Je prends pas l'info. Je dégage. Oh, il y a un joueur. Bim, je lui dégage dedans. Penalty. Enfin, là, tu me diras, la saison, est-ce que c'est un tournant de la saison quand ça arrive, ça? Je sais pas. Et même là, le match contre Auxerre, encore là, il fait pas main. Mais le gars, il arrive à mettre les mains dans le dos. Au dernier moment, la lâcher. Donc, ça sert à rien de faire ça. Mais si la frappe de l'Auxerrois, elle est, mais genre, 3 cm sur le côté droit, ce qui est possible, hein, ça se joue à rien, c'est penalty parce qu'il sait pas mettre ses mains derrière son dos. Ce mec est un fossoyeur. Voilà. Dans un monde normal, après une saison pareille, c'est rupture du ligament croisé. Non, on lui souhaite pas, bien sûr. Non, on lui souhaite pas du tout. On lui souhaite de ouf. C'est rupture du contrat unilatéral. Me racontez pas votre vie. Voilà. En plus, c'est un bolsonariste. 1,1 pour le chat, moi je lui donne son 1. Et puis voilà, j'ai même pas parlé du reste, le comportement défensif sur le deuxième but, mais pas que, sur toute la deuxième mi-temps, le mec faisait plus les replis. Il y a un moment où Boadi il lui met un petit pont, il s'arrête, il fait même pas le repli, il fait même pas l'effort. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends, espèce de... Ah bon? Højbjerg. Alors Højbjerg, je vais attendre les notes du chat parce que je sens que ça va être vu à la baisse un peu. Je fais tomber mes jetons. C'est pas un jeton, c'est un cash de là où il y avait la vis. Pierre-Émile Højbjerg. Alors, ce milieu. Au début, pendant le match, il y a Xavier Domergue qui a dit le milieu de Lille est vraiment en train de prendre le dessus sur le milieu marseillais. Alors Xavier, je sais que tu fais pas tous les matchs de l'OM. Mais c'est tout ça, c'est tout. Il n'y a pas un milieu. Il n'y a pas un milieu. Il n'y a pas un milieu qui a pris le dessus sur ce milieu-là. Les gars, Caceres et Koné sont venus. Là. Ils sont venus en Coupe de France. Ils t'ont éteint ton duo de grand-père. Là. Ils te l'ont éteint. Owusu danois. Je dis pas ça pour les négliger parce qu'ils sont très bons. Owusu danois. Mais ils les ont mis dans la poche, ils les ont pliés, comme la feuille là, pour voter au municipal, qui fait 4 mètres, ils l'ont plié, replié, bam, dans la poche. Non mais bref, on va pas faire la liste, mais n'importe quel milieu de Ligue 1 qui vient au Vélodrome, de toute façon, à partir du moment où, c'est assez simple, c'est qu'à partir du moment où cette équipe de l'OM, qu'on soit dans le débat, il y en a qui vont dire ouais non cette équipe ils t'ont pas roulé dessus, bref tout ce que tu... Ok, mais à partir du moment où cette équipe veut jouer les premiers rôles en Ligue 1, veut bien figurer en Ligue des Champions, a un projet sur 3 ans avec Roberto De Zerbi, tout ce que tu veux, avoir un milieu pareil qui se fait malaxer comme des tipeux bolos par ne serait-ce que 5 milieux en Ligue 1, c'est pas normal. Il y a un truc qui a été mal fait. Donc voilà, moi je vais même te dire qu'il n'y a pas un milieu qui ne roule pas dessus cette saison en Ligue 1. En tout cas, il n'y a pas un milieu qui ne l'a pas roulé dessus. Enfin bref. Et encore plus depuis plusieurs matchs. Je me demande ce qui s'est passé. La motricité fait que, en fait, et c'est pour ça que moi ça me régale. Hein. Il y en a qui me disent, oh là, on parle de conditions physiques et tout, mais les gars, mais Højbjerg, mais dope-le même. Si tu veux, fais-lui des piqûres de placenta de cheval dans l'avant-bras. Ça va pas lui permettre de courir à 32 km/h demain. Kondogbia, mais fais-lui, donne-lui le programme de Chris Froome si tu veux. Ramène-lui Pintus. Tout ce que tu veux. Elon Musk, il lui met une puce dans le cul pour courir plus vite. Ça va pas lui permettre de se retourner plus rapidement quand il va falloir se retourner. Ça va pas lui permettre de déclencher au moment d'envoyer sa transversale de merde du gauche en touche. Ça va pas lui permettre de déclencher plus vite sa transversale de merde du gauche qui va en touche. Ça va rien changer. Voilà, vraiment, les gars, il y a aussi une réalité physique, athlétique, des capacités de ces mecs qu'on voit tout le temps là.
Voilà, bref. Højbjerg. Du coup, il a 2 pour le chat. Je lui mets un peu plus qu'Emerson parce que j'ai vraiment envie de sanctionner Emerson. Il mérite son 2, voilà. Højbjerg. Geoffrey Kondogbia. Alors, lui. J'ai vu certains qui disent qu'il est bon depuis Bay là. Oh, ok. Wow, bah, tout va bien alors. Bah, en vrai, tout va bien. Les gars, c'est... Bentaleb. En face, il y a le frérot, c'est vraiment, c'est le frère Nabil Bentaleb. Les gars. Pacemaker. Les gars. Mais moi, j'ai Kondogbia, je fais ce match face à un mec qui a un pacemaker, j'ai honte. Mais et il l'éteint. Mais Nabil, Kondogbia, c'est le petit Nabil, wesh. 1, nous dit You. Comme son nombre de passes réussies dans le match. En plus, ça m'a régalé. Il y a Younes que je salue, mon frérot. Il a fait une ouverture au début du match. Il l'a réussi, il a dit voilà, c'est bien, il s'est bien chauffé, il va toutes les réussir. Quand je l'ai lu, j'ai dit toi là, tu vas la haine, il va plus réussir une. Je me suis dit ça dans la tête. Résultat des courses, il a plus rien réussi après. Non mais que ça soit le jeu long de ses joueurs, que ça soit la capacité à casser des lignes par la passe de ses joueurs, que ça soit la capacité de progression avec le ballon de ses joueurs, que ça soit la capacité de repli de ses joueurs, que ça soit la motricité, que ça soit la capacité à se retourner, enfin, de se mouvoir. Il n'y a rien qui va dans ce double pivot. Oh là 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 là. En fait, j'ai compris pourquoi on parle de double pivot quand on parle de Kondogbia et Højbjerg. En fait, c'est parce qu'ils ont la motricité de Bernard Pivot. C'est pour ça que c'est un double pivot. C'est juste pour ça. Bernard Pivot, qui est décédé d'ailleurs. Donc, ouais, voilà, ils ont la motricité d'un mec qui est décédé. C'est exactement ça. Du coup, Kondogbia, il mérite son 1 lui-même, tu vois. Ouais, il mérite son 1. Il mérite son 1. Greenwood, les gars, on le note pas, il a pas assez joué. Kondo, c'est un pantin articulé rouillé. Vous savez comment je l'ai défendu. Bernard Pivot, t'as perdu tous les moins de 40 ans, là. C'est qui, lui? Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Ils ont dit dire ça. Pivot, j'ai pas compris. Où ils ont la ou alors, j'ai mieux, on dit double pivot parce qu'ils ont la motricité d'un pivot de basket. Genre, ils ont la motricité de Shaquille O'Neal. Et encore, je pense que Shaquille O'Neal a plus de motricité que d'ailleurs. Ils ont la motricité de Rudy Gobert et de Yao Ming. D'où le double pivot. Bref, on arrête ça. Quentin Timber. Quentin Timber, c'est lui qui a la passe. La très belle passe pour Paixão en première. La très très belle passe de Timber. Si ce n'est ça, t'as eu du mal à le trouver. Il y a eu 2-3... Enfin, on va pas se mentir. Son match, il est globalement pas ouf. Parce que t'as eu du mal à le trouver. Je pense que Jokic, il est 1000 fois plus mobile qu'eux, par contre. T'as eu surtout du mal à le trouver, Timber. Et son match est globalement pas incroyable. Mais, à Lorden, je l'attends cette Chippo Cup. Mais, il y a eu des petits trucs, tu vois. Genre, dans le lot, là, en fait, on va dire que cet effectif-là, ce 11, même, on parle que les mecs qui ont joué ce soir. Là, tous, là, ils représentent une espèce de merde dans un sac de merde. Tu vois, il y a un tas de merde. Chacun des joueurs, là, représente une merde. Bah, lui, c'est celle qui sent le moins mauvais. Voilà. Et je suis d'accord avec vous, j'ai préféré le voir partir de plus bas. Et je pense que c'est ça, c'est que après voilà, Bay il fait aussi de la politique, Kondogbia Højbjerg il les bougera pas, mais dans un monde normal, Nwaneri, Timber, il est dans le double pivot, et t'as un autre mec plus haut, etc., etc. Quitte à mettre un mec qui cavale, voilà, vu que c'est ça que t'as besoin, Habib. Voilà, des mecs qui cavalent. Bref, du coup, Timber, moi, je pense qu'il mérite son 3. Voilà. Qui reste une mauvaise note, hein, mais il mérite pas 2 comme Højbjerg, tu vois, pour moi. Igor Paixão, pour moi, le meilleur ce soir, incontestablement. Gouiri fait une entrée qui est ok, mais pas assez. Pas assez. Voilà. Pas assez. J'ai préféré ce qu'a fait Igor, même si il a baissé le pied sur la fin. Mais c'est le meilleur Marseillais de loin.
Voilà. Du coup, je pense qu'il mérite son 5. Voilà. Moi, je lui mets son 5 parce que c'est la moyenne dans un monde normal et ce soir, c'est un peu plus que la moyenne. Car on rappelle, la moyenne est de 4. Vous lui mettez 4 de moyenne. Moumi, si tu veux lui mettre 6, bah, écris la note, sinon ça va pas compter. Et donc voilà. Bref, pour moi, il mérite son 5. Et je vais vous poster un extrait sur Twitter là, après le stream un peu égo. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Bay, quand je présentais Bay, bon, je me suis trompé sur beaucoup de trucs. Hein. En tout cas, j'ai pas eu le nez creux, ça c'est clair. Mais, je l'ai dit, celui qui me hype potentiellement, et même je l'ai dit dans hors-jeu aussi, celui qui me hype potentiellement avec l'arrivée de Bay, c'est Igor Paixão. Je pense que c'est celui qui va bénéficier de son arrivée. J'ai l'impression que c'est le cas. Voilà. On se la raconte, on est là pour ça. Bon, la note a monté, hein, forcément, vous abusez un peu. Ce soir, il marque sur la seule demi-occasion et c'est le Marseille qui récupère le plus de ballons. Voilà. Non, mais c'est. En fait, Igor, son problème, Igor, c'est qu'il a coûté 35 millions. C'est un gros problème. En fait, l'OM n'aurait jamais dû mettre 35 millions sur un joueur cet été. C'est inconscient, surtout quand t'as recruté 7 mecs en prêt et t'as fait du bricolage après parce que t'avais mal utilisé ton budget. Maintenant, lui, je pense qu'il valait 35 parce qu'il avait fait une grosse saison. Donc, si tu voulais l'avoir, fallait mettre 35. C'est logique. Dans le marché des ailiers gauche, il y a des mecs moins performants que lui qui ont valu plus. Il y a des mecs. Il n'y a pas énormément de mecs meilleurs que lui qui ont valu moins. Au vu de son cycle de carrière, c'était son prix. Maintenant, l'OM n'aurait pas dû le faire. Voilà, ça c'est clair. L'OM n'aurait pas dû le faire. Maintenant, il est là. Et ben maintenant qu'il est là, c'est un mec qui est plus qu'obligatoire. Je pense que si t'as 11 noms à mettre sur la feuille, lui, c'est le premier que tu mets. Voilà. Et si tu les avais pas mis, Crystal Palace ou un truc comme ça aurait mis 35 millions à ta place, ça c'est sûr et certain. C'est pour dire que du coup c'est son prix. Mais est-ce que l'OM aurait dû le faire? Ça c'est un autre débat. Maintenant il est là. C'est le genre de joueur de collectif sur lequel tu dois te baser pour moi dans ton projet. Passons à Pierre-Emerick. Pierre-Emerick Aubameyang. Ah là là là, tonton, vieux père. Aïe 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 aïe. Oh là là. Bref, que dire. C'est dur, c'est dur. J'ai en tête là le grand pont qu'il a tenté à la fin là. Oh là là. Ah là là, tonton. Enfin, quel bon truc. Cette action avec Griff, il doit faire mieux. Si Verdonk fauche pas Greenwood, peut-être qu'il a encore une fois un tapin à mettre et que voilà, on va dire, ah, il a marqué, il a fait son taf. Non, faut finir. En fait, il fait partie des visages qu'on veut pas revoir l'année prochaine. Faut arrêter. Là, on est même plus dans on l'aime ou on l'aime pas. Je suis ravi qu'on soit plus dans ce débat-là parce qu'il y en a qui m'ont longtemps reproché de juste pas l'aimer. Mais c'est pas ça la vie en fait. Il y a des mecs que j'aime pas et que je défends. Il y a des mecs que j'aime et que je défends pas. Incroyable, FC Nantes. En direct. Dingue. On leur espère on leur espère. Si Coach Vaïd le fait, c'est dingue. Mais là, vas-y, c'est bon. Enfin, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, faut que ça s'arrête à la fin de cette saison. Je pense que même son plus grand fan qui est là, Zanieriou, il l'a dit, faut arrêter de le faire jouer, tout simplement. En fait, Oba, il est venu avec une mission simple, être le super sub, donc ça veut dire venir dans les fins de match, mettre le hala, mettre du rythme, l'intensité, planter des buts, apporter de la présence, de la vitesse à la fin. Et là, il en est réduit à avoir un rôle qui n'est pas celui pour lequel on a signé. C'est ça le problème. C'est aussi ça, tu vois. On peut le critiquer, il est ce qu'il est. Je lui en veux pas à titre perso, mais le fait est que il a eu un rôle qu'il n'aurait pas dû avoir cette saison. De la même manière qu'un Cornelius l'année dernière, par exemple. Un Cornelius l'année dernière, il a beaucoup trop joué, il n'aurait pas dû jouer autant. Aubameyang cette année a beaucoup trop joué, il n'aurait pas dû jouer autant. L'année prochaine, ça dégage. C'est lui qui lance le pressing alors que c'est le plus âgé. C'est vrai. D'ailleurs, qu'il fasse des coupes de son âge un peu. Noaneri. Alors toi là, mais toi, oh là 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 là. Mais lui là, c'est dingue hein, parce qu'on parle du mec, le seul mec qui a mis le but. Hein. Oh là, mais toi. Mais oh là là, mais toi, Ethan Noaneri. Mais en fait, je vais te mettre un, comme ça c'est fait. Et un, c'est juste, tu vois, c'est simple. Il y en a, ils ont un parce qu'ils ont mis le short, le maillot, les chaussettes, tout ça. Toi, t'as un parce que t'as mis le but. C'est tout. Mais Ethan,
Déjà, ton vieux book, là, c'est quoi ce book où t'as juste une espèce de tâche, là? Fais un vrai book. Enfin, c'est quoi le concept? Mais lui, là, je sais pas combien va coûter le prêt si tu le fais pas jouer, mais je veux plus le voir, ce mec. En fait, dans ce foot actuel, où je pense qu'il faut y aller, faut pas avoir peur, faut mettre un peu des ingrédients, faut enfin, tu vois, quand on parle de verticalité, d'intensité, tout ça, enfin, je te dis, moi, je te demande pas de mettre que de la verticalité, mais je sais pas, mets un peu d'intensité dans ce que tu fais. Je sais pas, le monde pro, ça rigole pas, quoi. Les mecs qui te rentrent dedans, ils y vont. Pourquoi toi, tu fais semblant à chaque fois? Ça te fait chier d'être là avec nous? Ça te fait vraiment chier. Mais je pense que c'est même pas que ça. C'est même pas que ça, c'est que lui, je pense qu'il est comme ça. Si t'es comme ça toute ta carrière, t'arriveras, je pense que t'arriveras à rien. Et donc du coup, dans 2 ans, il va être trop fort, et vous allez dire, ah bah, il y en a qui vont dire, ah bah tu vois, t'avais dit quoi? Bah du coup, ça voudra dire qu'il aura pas gardé la même mentalité. Non mais fais-toi mal un peu. Salis-toi. C'est quoi ça? Putain, c'est quoi ces tismés là? Respect à mes tismés sûrs, encore une fois, mais les gars, c'est quoi ça? Comme j'ai dit, il pleuvait comme à Londres. Voilà. Même ça l'a pas motivé, c'est scandaleux. Du coup, Nwaneri, t'as ton 1, crois pas que t'auras mieux. Merci pour le but, mais. Oh là là, bref. Ça avait si bien commencé, hein. Amine Gouiri, on conclut avec Amine Gouiri. Comme ça, on va finir à temps. Et après, on va montrer les notes. Non, mais toi, et puis, juste, Nwaneri, je rappelle, en fait, là, Doman est trop fort. Mais Doman, il a 14 ans. Il t'est passé, ils t'ont jeté comme une vieille chaussette. Mais je pense que même si Doman, c'était pas Doman, il t'aurait jeté. En fait, faut pas que tu penses que c'est juste parce que Doman, c'est Doman. Hein. Poto. Même s'il n'y avait pas Doman, il t'aurait jeté, je pense. Et là, si demain, il y a, je sais pas moi, Birmingham qui arrive et qui propose 20 millions pour toi, il te lâche, mais ils réfléchissent même pas. Bref, Amine Gouiri, belle entrée. Un peu de déchets, mais il a eu il a eu le mérite de vouloir bouger les choses. Il aurait pu faire un peu mieux, mais enfin, voilà, il y a genre, je pense, les 3-4 situations que tu as dans la deuxième, c'est lui, en fait. Donc, moi, je pense qu'il mérite sa moyenne du match, hein, 4, je rappelle. Parce qu'en fait, il est genre, il mérite pas la même chose qu'un Timber, qu'un Baller. Enfin, il a pas fait une entrée qui est satisfaisante, c'est pour ça qu'il a pas non plus une note de fou, à mon sens, mais il mérite un peu plus que d'autres. Parce que par son profil, il fait partie de ces joueurs. Je pense qu'en fait, il est dans la catégorie Timber. Putain, je crois que c'est tout. Il est dans la catégorie Timber. Il y en a d'autres ou pas? Non. Des mecs qui, même quand ils sont moins bons, par leur profil, par leur qualité, par leurs attitudes, ils sont obligatoires en fait. C'est aussi simple que ça. Et Smiley, il m'a régalé quand il a dit bon alors apparemment un Bay il a donné la consigne à Aubameyang après la rentrée de Guiri, il va tourner autour de toi. Bah oui, ça allait pas être l'inverse. Hein, voilà, il y a un moment là quand il déborde côté droit, il fait le petit texter qu'il faut. Si Aubameyang il attendait 3e poteau comme depuis tout le match, il l'aurait eu, il aurait pu finir. Il y a sa frappe, il est excentré droit, elle passe pas loin de Baudard. Enfin bref, voilà. Il fait une entrée qui est valeureuse. Il peut faire beaucoup mieux. Il a déjà fait beaucoup mieux. Mais il est obligatoire ce mec. Genre lui, Timber, tu me les mets. Paixão, ça. En fait, il y a 3 noms. S'ils sont en capacité de jouer au moins 30 minutes, ils doivent être titulaires. Je peux pas entendre qu'ils ne le soient pas. C'est Paixão, c'est lui, c'est Timber. C'est aussi simple que ça. Le reste, tu te débrouilles. Mais ces 3 mecs, même quand ils sont mauvais, ils seront meilleurs que les autres. Et plus importants que les autres. Du coup, on peut finir en regardant les notes tranquillement.
et on va pouvoir conclure sur ce débrief. Et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Ah non, on va donner l'homme du match. Bon, c'est pas Echaro, les gars, l'homme du match. Il n'y a même pas besoin de faire de vote. Enfin, c'est le moins mauvais. C'était unanime tout à l'heure. C'est la meilleure note de loin parmi toutes les notes. On le voit. Hein. Rouli 3,4. Ouéa 2,3, Balardi 0,3, Medina 2, Palmieri 1,1, Højbjerg 2, Kondogbia 2,1, Timber 2,6, Paixão 6,1, Aubameyang 1, Nwaneri 2,4 et Guiri 4,1. Du coup, c'est incontestablement Igor Paixão qui est l'homme du match. C'est le mien également. Maintenant, c'est l'homme du match. Faute de mieux. Voilà. Mais grand respect, hein. Ça veut pas dire que Nadi, bon match aussi. Franchement, s'il n'y avait pas de statut et tout ce que tu veux, je crois que le meilleur là dans cette si tu me dis quel joueur tu dois mettre en priorité sur le 11, je pense que déjà tu dois mettre Timber, Nadi au milieu. Faut pas me raconter la vie, dire ouais, Nadi, c'est pas faire une passe. Les mecs là qui jouent à sa place, ils font pas forcément. Voilà, il fera pas pire qu'eux. Et eux, au moins, il va y aller et il va te faire du bien dans l'impact dans les duels, chose où t'es trop en déficit. Nadi, Timber, ils doivent jouer. Paixão, il doit jouer. Guiri, il doit jouer. Le reste, tu te débrouilles. Voilà. Vu que t'as Greenwood, si tu veux, tu me rajoutes un milieu de plus. Un mec qui va cavaler, un Nadir peut-être. Voilà. Et après, tu bricoles. Enfin bref. C'est fini pour ce débrief. Victoire de Lille. Au final, je pense que j'ai pas peur de dire que je pense que cette victoire est méritée. Parce qu'ils ont très bien profité de tes failles sur la deuxième mi-temps, sur des séquences où ils ont enchaîné et ils t'ont fait mal et ils l'ont fait bien comme il faut. Donc voilà, donc bravo à eux. Ils sont venus avec des absents, des blessés, ils ont joué jeudi, et ils sont venus. Leur milieu t'as bougé. Boadi, il est trop fort. Vraiment, je peux comprendre que certains le trouvent normal parce que voilà, il a pas des qualités qui flashent, mais il a des qualités vraiment de haut niveau, les gars. Vraiment. Genre quand il s'agit d'être devant un mec et d'y aller, il n'y a pas tout le monde qui peut passer. Quand il s'agit de faire le bon choix, de mettre l'intensité et de mettre du rythme, il n'y a pas beaucoup d'autres qui font mieux que lui. Donc ouais, c'est pas Xavi. Un Boadi, par exemple, c'est pas Xavi. C'est pas qui je pourrais te dire, c'est pas Rodri. Mais il peut être un Rodri. Vraiment, les gars, surveillez ça. Moi, je pense qu'un Boadi, ça peut être un Rodri plus tard. Et bah, ça suffit pour être un grand joueur. Mais voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais big up à Lille qui a fait son match et qui a totalement mérité sa victoire. Big up également à Monsieur Bastien qui a voulu être la star ce soir. Il n'a pas été la star. Ça a été Habib Bey. Habib, s'il te plaît, mets des trucs un peu plus larges. Je te demande même pas de mettre des baggy et tout, juste mets des trucs un peu larges parce que il y a un moment, il y a eu un plan de dos où on a vu ton petit cul dans ton slim là. Mais frérot, c'est quoi ça? C'est un leggings le bail, s'il te plaît. Voilà. Un peu de hashma. Merci.